On va commencer avec une entrevue d'ouverture. J'inviterai Jérôme Mansib à venir à l'avant. Et avant aussi, Jérôme, je te poserai la question, qu'est-ce que le PSES exactement, là, juste pour pouvoir expliquer à ceux qui ne le connaissent pas en quoi ça consiste. Oui, effectivement, j'ai comme oublié de présenter l'essentiel. On s'est dit qu'il faut peut-être donner du contexte pour les gens qui ne sont pas du groupe. Nous, depuis 1 an à peu près, on accompagne 5 entreprises collectives numériques dans un projet qu'on appelle, dans notre jargon, la cellule numérique en économie sociale, mais qui est plus un soutien qu'on a du MEIE pour développer le secteur stratégique des entreprises collectives numériques. Je ne répéterai pas les choses que Marie-Josée a dites parce que ça serait un peu redondant. Mais donc, l'objectif de travailler de cette façon-là, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises-là et de mieux les connaître, mieux connaître les besoins qu'elles ont à travers un suivi continu. Comme je le dis souvent, les gens disent, c'est-tu un incubateur, votre affaire? Non, ce n'est pas un accélérateur non plus. C'est un accélérateur qui prend 18 mois. Ce n'est pas tant de l'accélération, mais l'idée, c'est de travailler ensemble. Ils ont accès à de l'aide financière. On a des rencontres mensuelles. On va vous les présenter tout au long de la journée, ces entreprises-là. Et aussi, on est accompagné. Ça, je vais le faire tout de suite parce que je n'aurai pas d'autre occasion dans la journée. On est accompagné de 4 et demi conseillers. Je prends mon papier parce qu'à chaque fois qu'on ne fait pas ça, on oublie des noms. Donc, à chaque rencontre, il y a un conseiller spécialiste externe qui est avec nous. Donc, j'ai Gaétan Larose de Coopsco qui est ici, si tu veux. Denis Gauthier qui est à sa droite de Filaction. James Lapalme de l'École de technologie supérieure. Camille Fouque de la CDRQ. Donc, et on a eu au tout début, puis maintenant il a laissé toutes les rênes à Camille, Martin Noël de la CDRQ aussi. Donc, sur ce, on va passer à notre première discussion. Je t'invite à prendre un micro, Mansib. Puis, celui-là est déjà allumé. Parfait. Donc, à chaque fois qu'on me demande une chaise ou un banc, moi, je ne prends jamais le banc, mais pour que vous nous voyez mieux, je m'excuse pour les gens à qui je vais tourner le dos, on fait ça sur un petit banc aujourd'hui. Donc, bonjour Mansib, merci d'être là. Bonjour. Je pense que ton micro, est-ce qu'il est ouvert? Allô? Oui. Donc, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je prends 2 secondes pour te présenter. Tu es cofondateur de Radish, qui est une coopérative lancée au début de la pandémie, qui livre des repas à une 60aine de restaurants montréalais. Si les chiffres sont plus bons, tu pourras me corriger. À l'aide de vélos cargo électriques, détenus collectivement par ses membres. Radish est une solution plus équitable et plus écologique à celle offerte par des géants tels Uber Eats et DoorDash. Donc, est-ce que j'ai d'autres éléments que tu peux rajouter sur le profil général avant qu'on entre dans la discussion? C'est 160 commerces. 160? OK. On date d'un... C'est pas juste des restaurants, on a d'autres types de commerces maintenant. Nos activités ont un peu diversifié depuis. Allons-y avec ça. Présente-nous ton parcours puis la coop. Ouais, d'accord. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. En bref, comme Jérôme m'a mentionné, Radish, c'est une plateforme de livraison de repas, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, Radish, notre mission, c'est de mutualiser les besoins techniques de la restauration. Alors, quand on dit besoins techniques, ça peut être autant la livraison, mais ça peut être avec le marketing, ça peut être avec les ressources humaines, la technologie. En fait, juste pour parler un peu de mon background, mon parcours, j'étais dans la restauration toute ma vie. Alors, depuis l'âge de 9 ans, j'ai travaillé dans des restaurants. J'ai ouvert mon premier resto quand j'avais 15 ans sur Côte-des-Neiges. Le nom du restaurant, c'était Hot Dog Côte-des-Neiges. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon père. Et puis, évidemment, je ne l'ai pas continué parce que j'étais à l'école. Alors, je l'ai fait pour, je sais pas, 18 mois. Mais j'étais toujours dans la restauration. J'ai travaillé tous les profils un peu. Et puis, dans la restauration, évidemment, vous êtes tous au courant de Uber Eats, DoorDash, Skip, les plateformes qui sont venues. Mais
c'est pas juste qu'ils sont venus un jour et comme tout a changé. En fait, ils ont commencé à venir dès les années début 2010, et quand ils ont commencé à rentrer dans le marché, les restaurants l'ont vu un peu comme une bénédiction. À l'époque, on avait plusieurs restaurants Mike's, le chaîne Mike's, et puis on faisait nos propres livraisons. Et initialement, Uber, où à l'époque, il y avait Just Eat, c'était quelque chose qui était comme bon, il amenait des commandes supplémentaires. Des fois, c'était même nos propres livreurs qui le faisaient. Mais avec le temps, c'est devenu un peu comme une drogue pour les restaurants. On est devenu habitué. À un moment donné, on s'est retrouvé avec toutes nos commandes sur ces autres plateformes. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que les plateformes telles que Uber Eats, etc., ils sont devenus monopoles. Ils sont devenus monopoles. Ils ont aussi je ne sais pas comment dire en français, mais je pense que le terme c'est monopsone, c'est-à-dire qu'ils contrôlent aussi le marché du travail. Alors les livreurs, c'est plus facile pour qu'ils puissent... C'est plus facile qu'ils appliquent directement sur Uber, où il n'y a pas d'entretien ou rien, il n'y a pas de département RH, que d'aller faire un entretien avec un restaurant et prendre un travail. Et qu'est-ce qui arrive? C'est au fil du temps, ça a mis tout le contrôle dans leurs mains. Et une fois qu'ils avaient le contrôle, c'est là qu'ils ont commencé à tout changer. Et c'est vraiment ironique, parce que quand on faisait nos propres livraisons chez Mike's à l'époque, pas que c'était comme incroyable ou que c'était comme tout parfait, mais on faisait à peu près 200 livraisons par jour, et avec 13 livreurs, et tous ces livreurs-là étaient des salariés, plus les pourboires. Les clients, les livraisons, il fallait que ce soit fait en 30 minutes, sinon c'était gratuit pour les clients. Il n'y avait pas de frais de livraison, et on faisait de l'argent comme restaurant. Et on est passé de ça à quelque chose où comme les livreurs ils font plus de l'argent, les restaurants ne font plus d'argent, même Uber ne fait pas d'argent. Et c'est juste vraiment ironique, parce que, comme en théorie, le but de la technologie, c'est de rendre les choses plus efficaces. Mais si on est rendu à un point où c'est rendu tout moins efficace, je ne sais pas si je suis en train de trop parler. C'est pas grave, parce que c'est... Puis on va y aller avec les questions, mais, comment... On s'était dit qu'on se garderait la flexibilité. Ouais. Un modèle où personne ne fait d'argent, comment c'est pas... Ouais, ben en fait, le modèle de ces plateformes-là, c'est qu'un jour, quand ils sont dominants, et l'exemple c'est Amazon, ben là, ils peuvent mettre n'importe quel prix et tout le monde est obligé de passer à travers eux. Alors, si tu es Amazon, si quelqu'un veut acheter... Disons que tu es une compagnie comme Duracell qui fait des piles ou des batteries, si tu veux faire ton propre site sur Internet, personne ne va aller à travers toi, parce que tout est disponible sur Amazon. Mais si tu passes par à travers Amazon, il connaît tes clients, il connaît tes fournisseurs, ils ont tout ton stock, il peut reproduire le même produit, le mettre sur le listing juste avant ton produit sur Amazon, et puis après, comme tu n'as pas de marché. Alors, les plateformes telles que Uber et DoorDash essayent de faire la même chose dans la restauration, c'est juste qu'ils ne sont pas encore rendus là. Il reste 2-3 options. Alors, une fois qu'il y a peut-être 2 options, juste même une, c'est là que... ça va être plus pire que maintenant. C'est ça, leur conquête du monde n'est pas terminée. Donc, comment la coopérative Radish, justement, a identifié sa niche sur le marché? Tu m'as parlé de ton historique dans la restauration, mais parle un peu de la genèse. En fait, pour nous, c'est un propre besoin qu'on avait, parce qu'on avait on a encore le restaurant. Et puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de difficultés avec les livraisons de Uber. Alors, les livreurs, ils venaient, ils prenaient juste moitié de la commande, ou ils prenaient... la commande aux toilettes, ou comme ils mangeaient une partie de la commande avant qu'elle soit livrée. Mais c'est pas toutes ces commandes qui étaient comme ça, mais il y avait suffisamment de trucs comme ça qu'on était comme un peu... ça nous a forcé un peu à aller créer notre propre truc. Initialement, c'est juste pour servir nos propres besoins et les besoins des autres restaurants dans le quartier. Et c'est vraiment allé d'une manière qui était organique. On est allé rue à rue, juste recruter des restaurants qui étaient dans notre quartier, les livreurs qui venaient, puis éventuellement c'est devenu un truc qui était plus légitime. Est-ce que ces restaurants-là, quand ils travaillent avec vous, ils quittent les autres géants, ou s'il y en a qui font les deux en même temps? Il y a certains qui sont comme juste 100% avec nous, mais on n'oblige personne à quitter, parce que notre but, c'est pas de remplacer une monopole avec devenir Uber. Notre but, c'est de juste créer plus d'options sur le marché. Comme ça, les gens, ils peuvent aller, ils peuvent shopper un peu. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de comment Radish fait les choses différemment? Ouais, en fait, le slogan de Radish, c'est restaurer la restauration.
Et la raison pour ce slogan, c'est qu'on trouve que maintenant, la restauration, c'est devenu très transactionnel. Avant, à l'époque, quand tu allais au restaurant, tu connaissais ton serveur ou serveuse, les gens qui travaillaient dans le restaurant. C'était moins comme... Tout le monde était là était moins en train de... Je ne sais pas comment dire en français, mais regarder pour leur propre... ouais, c'est ça. Et puis... nous, on a des livreurs ou des restaurants qui sont là depuis 2020. Et comme c'est le même livreur qui livre aux mêmes clients, on a des clients... qui sont là depuis genre mars 2020, qui commandent chaque semaine. Je crois que le premier client, il y a presque 200 commandes parce qu'il a fait une commande chaque semaine et comme il continue, c'est le même livreur qui le livre chaque semaine, ils se connaissent, ils n'ont pas besoin de... Ils utilisent l'application ou la plateforme parce que c'est facile pour accéder, mais comme ils appellent le livreur quand il y a un problème, ou ils appellent le restaurant. Et le fait qu'il y a cette relation qu'on essaie de remettre en forme, je pense que c'est ça un de nos différences clés. Ah, ben, tu m'ouvres une porte intéressante. Tu développer une relation avec le livreur. J'ai utilisé les services Skip et autres pendant la pandémie, puis c'est ça, les gens venaient chez vous, puis t'es comme, c'est qui cette personne-là? Puis, ouais, c'est jamais la même personne. Est-ce qu'il fait de l'argent? Je m'étais posé cette question-là. C'est comme, on a un peu, puis je dis ça là, sans jugement, un peu pitié de la personne qui fait ça, alors que toi, tu parles d'un contexte où vous développez comme une connaissance. Hein, bonjour, merci de me rapporter encore cette semaine. Oui, absolument. Mon plat préféré. Surtout, comme souvent sur Uber, c'est très rare que quelqu'un va rester avec une plateforme pour des années. C'est quelque chose qu'ils vont faire temporairement. Souvent, c'est même des gens qui n'ont pas des papiers, ils sont en train de payer quelqu'un d'autre 30% de leurs revenus à travers ces plateformes-là pour pouvoir travailler avec. Tandis qu'à Radèche, tu vois des gens pour plusieurs années qui sont encore avec nous et comme on a même des gens qui sont commencés, ils étaient étudiants, maintenant ils sont développeurs avec l'entreprise. Alors on voit que ça va beaucoup plus loin que juste être une relation transactionnelle. Ben, ça anticipe un peu la prochaine question que j'avais. C'est quoi les avantages de votre statut de coop pour les activités que vous faites? Ben, je dirais il y a les avantages à court terme et les avantages à long terme. Alors, à court terme, je pense que les restaurants, par exemple, ils sont contents d'être propriétaires de leur plateforme. Et s'ils ont des enjeux, ils peuvent nous parler directement. Ils ne sont pas obligés à passer à travers le service à la clientèle à Uber. Et comme, juste pour donner des exemples de leur service à la clientèle, souvent, on a eu des restaurants qui étaient sur Radèche. Et ils avaient essayé d'embarquer sur DoorDash ou Uber, je ne me rappelle plus laquelle. Et puis, Uber a ouvert leur restaurant en Mexique. Alors, toutes les commandes qu'ils recevaient, c'était en Mexique. Et comme ça a pris 4 ou 5 mois à régler ce truc. Et c'est pas pour dire qu'on est parfait, on a beaucoup d'enjeux aussi, mais comme au moins, on va pouvoir, je sais pas, discuter, on peut te parler comme des enjeux, tandis que là, tu es comme pris avec la machine. Et le fait qu'ils sont propriétaires, ben, ils sont incentivisés à comme, rediriger leurs clients vers une plateforme où ils sont propriétaires. Parce que là, ils arrivent à garder un contrôle sur leurs clients. Ils savent que les plateformes ne vont pas revendre leurs clients à un autre restaurant ou revendre leurs données. On a vu beaucoup de ça pendant la pandémie où il y avait les cuisines fantômes, les Ghost Kitchen, ou Uber ou autres. Ils vendaient les données à des je sais pas, des gens qui créent des restaurants dans des usines et puis eux, parce qu'ils n'ont pas de salle à manger, etc., ils arrivent à charger beaucoup moins et voler ces clients-là, mais payer une commission plus haute à Uber. Alors, on arrive à éviter ça. Et puis, je pense à long terme, le modèle coop, ça nous permet d'être décentralisé. Alors, on peut avoir une certaine gouvernance dans chaque région où on est présent. Un des autres problèmes avec ces plateformes-là, c'est qu'ils sont très... comme toutes les décisions sont prises à San Francisco. Alors, ça reflète pas la réalité locale. Alors, dans certaines régions, tu as peut-être besoin d'un autre branding, une autre structure, un autre modèle de prix, tarification, etc. Et c'est pas possible avec ces autres plateformes-là. Bien, tes réponses me suscitent plein de questions non prévues. J'espère que tu m'en voudras pas, mais y a-t-il une taille, tu dis, il ne faut pas devenir, sont trop grands, trop centralisés. Est-ce que dans vos plans, dans votre développement, vous dites à tel seuil, on va perdre cette touche personnelle-là, puis
Je pense pas. Notre but, c'est pas de devenir géant. Notre but, c'est toujours de servir les besoins de nos membres à la fin de la journée. C'est un coop. Mais si ça prend de l'ampleur, tant mieux. Je pense que ça va amener des avantages en termes d'échelle. Je pense que c'est juste important qu'il y ait toujours des autres options qu'il y a la concurrence. Parce que sans la concurrence, c'est là qu'il y a l'enjeu, que ce soit un coop ou non. Et je pense pas qu'on va effacer ces autres plateformes-là. Je pense qu'ils vont continuer à exister, mais j'espère que je peux essayer 10 ans. C'est pas 99% de ces plateformes, mais moins d'1% de nous. Bien, on verra. Et à la taille et avec le statut coop que vous avez, c'est quoi qui est moins facile? C'est quoi vos défis? C'est certain qu'on a eu quelques enjeux en termes de peut-être la souplesse, la réglementation autour des coops. Je pense que les lois pour les coops étaient créées dans un temps où l'idée d'une plateforme coop ou des véhicules comme ça, c'était pas c'était même pas une idée. Les gens n'avaient même pas pensé de ça. On voit ça surtout avec tout ce qui est financement par rapport à les coops. C'est beaucoup plus difficile de lever. Il y a beaucoup de financement disponible pour la première partie, le pre-seed, comme on dit, ou le pré-amorçage. Mais entre là, puis, je sais pas, un Desjardins, un Solio, il y a comme un fossé où c'est extrêmement difficile de passer. Comme il n'y a pas de... Il y a une amélioration certainement depuis quelques années, mais il manque encore de joueurs pour combler ce besoin-là. C'est bon. Comment vous identifiez les opportunités? Je sais que vous avez une vision et des projets, donc peut-être comment vous faites et quels sont vos projets actuels? Je dirais surtout en fonction des besoins de nos membres. Alors, si les besoins changent, nous on adapte à ces besoins-là, parce qu'à la fin de la journée, ils sont membres. Si un jour ils sont comme on veut arrêter de faire des restaurants et tout le monde devient, je sais pas, des boulangeries, et comme ils ont d'autres besoins, on va desservir ces besoins-là. Je pense un bon exemple de ça, c'est la livraison de derniers kilomètres. On avait beaucoup de commerçants, surtout les restaurants pendant la pandémie, ils ont commencé à faire des offres plus type épicerie, etc. Alors il y avait un besoin de livrer ça plus loin que les 3 kilomètres autour du restaurant. Alors maintenant, on a fait surtout depuis 2024, on a fait un grand virage vers tout ce qui est livraison de derniers kilomètres et ça fonctionne très bien. Alors je pense que c'est un exemple de comment on adapte à les besoins de nos membres. Et je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Vous aviez regardé du côté du Canada anglais. Je ne sais pas si le projet est plus sur la table, tu peux me dire d'arrêter. Non, c'est encore en actualité. Alors, sans rentrer dans trop de détails, parce que je ne peux pas donner une date exacte, on est en train d'ouvrir dans d'autres villes en 2024. Alors, je crois au moins Calgary, si pas d'autres. Mais c'est un projet en cours. C'est bon. Et peut-être avant de prendre les questions des gens, tu as une entreprise qui est basée dans l'écosystème au Québec, mais tu as participé à d'autres écosystèmes à l'étranger. Tu es en mesure de comparer. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour mieux soutenir les entreprises collectives numériques ici? Puis tu peux en profiter pour nous parler. Je sais que tu as fait d'autres programmes ailleurs. Oui, je dirais, ce qui manque un peu ici, c'est la tolérance de risque. Et comme c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose à la même fois. C'est pas comme on n'a pas besoin de devenir Silicon Valley ou quelque chose comme ça, mais on a quand même besoin d'une meilleure tolérance de risque. Juste pour donner des exemples, j'ai des amis que j'allais à l'école avec, et moi j'ai fait le choix de rester, et eux ils ont fait le choix d'aller ailleurs en Californie, et comme ils étaient capables de passer à travers des accélérateurs tels que Y Combinator, etc., où ils étaient capables de lever. Je crois qu'ils ont levé 5 millions de dollars sans produit, sans client. Et je ne suis pas en train de dire qu'on devrait faire la même chose au Québec, mais c'est juste qu'ils étaient capables d'aller là. Et avec cet argent, ils étaient capables d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et maintenant, ils viennent lever 127 millions et puis ils ont des revenus de 10 millions ou 100 millions par année. Puis c'est juste qu'ils ont cette culture de comme on va vraiment prendre du risque et comme aller très loin et essayer de
de prendre des parts de marché sérieuses. Et puis, c'est difficile, c'est difficile de faire face à ça quand tu n'as pas les mêmes moyens. Encore, c'est pas pour dire qu'on devrait faire la même chose, mais je pense qu'il y a peut-être un juste milieu où on peut être un peu plus agressif, un peu plus prendre plus de risques sans commencer à, je sais pas, financer n'importe quoi non plus. Et ces exemples-là de gros financements, c'était dans des écosystèmes qui étaient dédiés aux entreprises collectives ou c'était les mêmes choses que les startups? Ah non, pardon, je parlais plus de startups traditionnelles. En termes d'entreprise collective, je dirais que Québec, c'est peut-être la meilleure place pour en faire un. Il y a bien sûr d'autres coops partout dans le monde, mais je pense au Québec, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de financement, beaucoup de support dans les premières 12 mois. Alors, tu as le RIS, tu as PME Montréal, tu as la Caisse solidaire, etc. Il y a plusieurs options. Il y a le CDRQ, CQCM. Il y a plein de gens qui nous aident à commencer. Je pense que c'est juste quand il faut aller franchir la prochaine étape. Et c'est aussi parce que les entreprises numériques, c'est quand même un domaine qui est assez récent au Québec et franchement partout dans le monde pour les coops. Alors, c'est pas comme il y a plein de leviers qui existent déjà, mais ça, on est en train de bâtir ça pour que éventuellement ça va être plus facile pour les gens qui viennent après nous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Salut. Je voudrais savoir, quand vous répliquez, là, comme vous allez répliquer dans le Canada anglais, est-ce que vous ouvrez une nouvelle coop? Ah non, ça va rester sur Radish Coop. Alors, notre coop, c'est sous la Charte fédérale. Et puis, comment ça fonctionne, c'est que dans chaque région, il y aura un genre de CA local, qui a une certaine gouvernance locale, qui va pouvoir élire des délégués au niveau national, un peu comme les fédérations des caisses, mais plus direct. OK, c'est cool. Allô? All right. Je me demandais, à quoi ressemble un peu votre composition de CA / j'assume que les travailleurs aussi font partie c'est des membres aussi, c'est le code de solidarité. Juste plus curieux du monde. Oui, bien sûr. C'est un code de solidarité. Alors, on a trois classes de membres. Il y a les commerçants, les employés et les consommateurs. Alors, les commerçants, ça peut être des restaurants, des boulangeries, des poissonneries, n'importe quel type de commerce alimentaire. Puis, les employés, ça inclut les livreurs, qui sont aussi des employés, mais aussi les développeurs, marketing, etc. Et puis, consommateur, c'est n'importe qui utilise nos services, qui consomme nos services. Alors, des clients, mais aussi des gens qui vont peut-être laisser des avis pour des restaurants ou des photos, etc. Puis, sur le CA, c'est égal. Alors, tu as comme 33% pour chaque classe. C'est intéressant. Est-ce que vous avez des... genre, au niveau producteur, est-ce que vous avez des critères? Est-ce que, mettons, McDo pourrait être un membre producteur, genre? Ouais, tant que c'est un commerce qui est situé dans une des régions où on est disponible, ça peut être un McDo, mais ça reste que c'est une vote par membre. Alors un McDo, puis le commerce du coin, comme c'est la même chose, ils n'ont pas plus de... En théorie, ils n'ont pas plus d'appui, de pouvoir. Cool. Si quelqu'un aurait plusieurs McDo, est-ce qu'il y aurait un droit de vote pour chaque McDo? C'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on avait réfléchi. On avait beaucoup discuté au début. Mais je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que mais souvent, quelqu'un qui a plusieurs restos, comme plusieurs McDo, c'est une personne ou c'est une entreprise qui a une franchise. Alors, lui, ça reste une vote par membre. Mais aussi le fait que il y a certaines choses, surtout quand tu es un jeune pouce, comme tu ne peux pas avoir toutes les réponses tout de suite. Alors, quand on se rend à une situation, on a 15 McDo qui sont en train d'appliquer et qui essaient de faire un cohorte, c'est peut-être là qu'on va évaluer la situation et changer la régie interne. Moi, j'ai une question par rapport à la technologie. Est-ce que vous développez tout à l'interne? Est-ce que vous avez une équipe de développeurs? Ouais. Alors, tout est à l'interne. Bien sûr, il y a plusieurs... il y a des technologies de base comme Node.js ou des langages de programmation ou des technologies de serveur qu'on utilise que
toutes les entreprises utilisent, mais comme tout est développé à l'interne, c'est notre propre solution. Et c'est vraiment, je dirais, une grande différence entre nous et les autres plateformes locales qui étaient venues sur le marché, c'est qu'on est vraiment intégré verticalement et on n'est pas obligé de dépendre sur comme 4 ou 5 solutions technologiques qui essaient de parler ensemble. C'est quoi la taille de l'équipe à peu près les au niveau développeurs? du développement, ouais, Peut-être actuellement 5 ou 6. Alors ça varie beaucoup parce qu'on prend beaucoup de stagiaires aussi pendant l'année. Mais normalement, c'est à peu près 5 ou 6. Okay. Une autre question qui n'a rien à voir, c'est parce que Uber Eats, ils ont commencé par le transport, et puis est-ce que vous avez regardé à vous rapprocher d'Eva, par exemple, qui offre aussi, je pense, parce que c'est une autre coop qui offre des services de transport à la Uber. Je pense qu'ils font aussi du transport de nourriture, enfin de la livraison de nourriture. Comment vous positionnez par rapport à une autre coop, justement, qui est un peu dans ce secteur-là? Est-ce que vous l'avez comme un concurrent, justement, et ça fait partie de la saine concurrence, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une synergie aussi? Question piège, pardon. Non, c'est pas une question piège. Il n'y a pas d'autres coops dans le marché qui offrent ces services-là. Alors, il n'y a pas de concurrence de ce côté-là pour l'instant. Parce que il me semblait qu'Eva, tu connais Eva, non? Ils ont un peu changé. Ils ont un peu changé leur modèle d'affaires. Alors, c'est plus d'actualité. Ouais. Moi, en fait, je suis intéressé parce que un des problèmes, souvent, c'est quand on présente aux consommateurs, aux employés, c'est quoi une coop, les gens n'ont aucune idée ou une mauvaise perception. Avez-vous des problèmes associés à ça, comme je veux approcher un commerçant? Comment vous faites ce pitch-là, de dire, hey, on est une coop, tu vas être membre, puis voici ce que ça vient, si tu as un frein à votre croissance? C'est quoi? Avez-vous des positifs ou des négatifs par rapport à ça? Ouais, je pense pas que c'est un frein à notre croissance pour la plupart des commerçants, parce que quand on rentre en discussion avec un commerçant, d'abord, c'est quelqu'un qui était référé par un autre commerçant. Alors, c'est pas on est en train de vendre, c'est quelqu'un... Parce qu'encore, notre but, c'est pas de vendre et comme accumuler des milliers et des milliers de clients. C'est juste de desservir les besoins de nos membres. Et souvent, nos membres ont des restaurants à côté, ils vont les embarquer. Alors, c'est déjà une discussion qui était faite. Et aussi, comme on veut pas l'aider avec le fait que c'est un coop, on veut l'aider avec les avantages pour eux. Et c'est juste, la structure, ça peut être un coop. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est souvent, il y a beaucoup de gens qui sont au courant d'un coop parce que c'est comme souvent, comme mon père, il vient de Bangladesh et comme il connaissait pas le modèle coop d'ici au Québec, mais il était déjà au courant de l'histoire de jardin et comme toutes ces autres choses. On a beaucoup de membres, ils connaissent le modèle coop de leur pays, ils disent coop dans leur langue, comme je sais pas comment on dit en espagnol, mais cooperativa. Alors, ils sont en train ils connaissent déjà un peu le modèle avant qu'on rentre. Alors, je suis un peu surpris. Je pense que c'est plus le côté consommateur où on a des enjeux. Parce que pour eux, c'est comme devenir membre d'une plateforme. Ils sont comme, je suis membre de Costco, c'est quoi la différence? Je pense que des fois, il y a ces enjeux-là. Mais ce n'était pas un grand bloquant. D'accord. Guillaume Coulombe, Coop Arbre Évolution. Moi, je suis curieux de savoir, vous investissez beaucoup dans le développement de vos propres technologies, une question, je pense, de souveraineté dans ce côté-là. Mm-hmm. Puis, comment vous traitez ça en termes de pourcentage de chiffre d'affaires alloué à ces développements-là, approximativement, bien sûr, là? En termes de chiffre d'affaires, je fais 120%. À la fin de la journée, parce qu'en fait, il faut développer les infrastructures pour avoir un masse critique. C'est dur de faire une plateforme et de desservir, je sais pas, 100 personnes. Une plateforme, c'est quelque chose qui est mutualisé sur des milliers et des milliers de personnes. C'est comme si on avait développé toute l'infrastructure technologique de Desjardins pour desservir une caisse, ça ne ferait pas de sens. Alors, je pense pour nous, le développement, dans le court terme, c'est clair que ça va être... il faut dépenser plus qu'on gagne, mais même à long terme, ça va être une dépense assez majeure. Et on le voit avec les autres plateformes aussi. Il y a aussi, bien sûr, des avantages fiscaux et les concurrents sont en train d'en prendre davantage, surtout avec le programme de crédit d'impôt d'arrivée.
Alors c'est certain qu'on doit continuer de foncer vers cette direction. Merci beaucoup, Mansib. C'était très intéressant. Puis ça a très bien mis la table pour notre journée. Merci tout le monde.